le jour, et c'est le début d'une grande histoire d'amour avec un personnage, nous en reparlerons un petit moment, complet et surprenant. Vous êtes l'auteur également de plusieurs contes pour enfants. C'est ça. Et vous tenez de nombreuses œuvres entre vos mains et dans un prochain roman qui est prévu, je pense, ou qui est sorti déjà peut-être. Non, qui est prévu pour le début de l'année 2011. Fin 2010, début 2011. C'est ça. Hein. Voilà, vous abordez divers sujets dans ce livre. On reviendra bien sûr sur tous ces sujets, la foi, l'homosexualité féminine, ainsi que l'amour. Et vous jouez vraiment avec entre les paradoxes et les similitudes pour créer un univers harmonieux. Et votre humour, votre cynisme, c'est-à-dire il y a beaucoup d'humour dans ce livre, j'ai remarqué, votre cynisme, votre épanouissement dans l'écriture respire dans ces écrits francs, qui sont simples et même mystérieux parfois. Obtenir ce que l'on désire dans la vie, réaliser ses rêves les plus fous, croire en soi et bien-être sont les clés de ces romans à la fois divertissants, touchants, réalistes, drôles, ludiques et positifs. Donc un auteur en pleine croissance, qui prend plaisir à partager ses rêves et qui va nous les faire partager donc au cours de cette émission d'une heure sur les ondes d'Altitude FM. Alors une première question, donc Indamour, ce livre, d'abord, quelle est la genèse de ce livre? Pourquoi avoir écrit ce livre, cet ouvrage? Alors, vous avez eu l'idée d'écrire ce livre? Ce livre, comme tous les autres, c'est bien plus qu'un besoin, bien plus qu'une passion. Nécessité. Bien sûr, voilà, c'est ça. C'est quelque chose qui est en moi, qui commence à prendre une ampleur de plus en plus importante jusqu'à ce qu'il sorte. Et des désirs et des ailes. Avant de l'écrire, il m'a fallu un sacré temps pour le ruminer dans ma tête et dans mon cœur. Et au moment où il est sorti, d'un coup. Très bien. Donc, il y a plusieurs personnages dans ce livre, mais il y a deux personnages principaux. Hein. On reviendra sur les personnages peut-être secondaires, mais en fait, il y a deux personnages principaux. Le personnage donc, de Chloé et de Linda. Hein. Entre autres. Ouais, entre autres. Si vous pouviez, en quelques mots, bien sûr, nous les dépeindre, puis après nous reviendrons, bien sûr, d'une manière plus approfondie dans leur parcours, bien sûr. Je vais commencer par Chloé, parce qu'elle est un peu moins présente dans l'ouvrage, mais Chloé est un personnage que Linda rencontre à un moment de sa vie où elle est complètement naïve. Et le personnage de Chloé lui a ouvert les yeux sur pas mal de choses, notamment à travers une relation à la fois passionnelle et destructrice. Donc pour Chloé, d'un point de vue, on va dire au niveau de la colère que Linda a ressentie, Chloé serait la manipulatrice destructrice. Voilà. C'est qu'un personnage, c'est pour imager un peu certains tempéraments et surtout certaines relations. Le personnage de Linda, lui, il est un peu plus riche, un peu plus complet, dans le sens où je le fais évoluer d'une manière assez, on va dire, incroyable, parce que il part d'un moment de sa vie où elle est complètement naïve, perchée dans son monde, sans aucune réflexion personnelle. Elle vit la vie comme elle doit la vivre, elle se prend pas la tête, elle se pose pas de questions, jusqu'au jour où, tac, la vie vient frapper à sa porte et qu'elle lui dit bonjour Linda, j'ai besoin de vous parler. Et là, Linda commence à voir la vie autrement. Après un long temps de réflexion, elle finit par déployer ses ailes. Voilà, entre autres, sur ce personnage. Voilà, il faut préciser que Chloé surgit au moment où Linda rompt avec Alex. Voilà, Alex. Oui. C'est ça. Hein. C'est ça, elle est tombée du ciel un petit peu d'une manière salvatrice. Elle arrive au moment où Linda perd un peu les pédales. Elle sait plus trop où elle en est. Elle a envie de quitter quelqu'un, en même temps elle est un peu bloquée. Et Chloé arrive un peu comme le prince charmant au masculin, sauf que de face ça paraît un prince charmant et de dos c'est l'incarnation du diable, on va dire. Donc Chloé et Linda vont vivre ensemble à partir de leur rencontre, mais il y a des personnages qui gravitent autour. Elle a également des amis qui l'entourent. Linda, je pense à Esther, à Gaëlle, à la première Steph, puisqu'il y a deux Steph dans leur Oui, ça c'est vrai. C'est ça, il y a deux Steph. Donc elle n'est pas quand même isolée complètement. Non, tout à fait, elle est toujours entourée. C'est quelqu'un de jovial, de sociable, qui a beaucoup d'amis et beaucoup qui sort beaucoup. Qui sort on en beaucoup. parlera tout à l'heure aussi. Oui. Donc elle n'est pas dans son monde complètement, quoi. Elle a une vie sociale très équilibrée. A priori, elle sort d'une histoire avec Alex où elle était quand même assez équilibrée. Oui, c'est ça. Hein. Elle était assez équilibrée, mais bon, elle avait fait quelques petits faux pas que la vie n'a pas oublié. Elle avait oublié, voire négligé, mais que la vie n'a pas oublié. Oui, vous parlez d'elle, hein, d'ailleurs, vous venez de le dire d'ailleurs à l'instant, qu'elle a un mélange en elle-même de naïveté, de maladresse et de sadisme. Vous dites dans le courant de d'Alex ou de Linda? Non, je parle de Linda, là. Hein. De sadisme, peut-être pas, non? Parce que naïveté, c'est ce que je relevais dans le livre. Naïveté, maladresse et sadisme.
Alors, Sadisme, oui. Moi non plus. Moi d'ailleurs, moi c'est parce que j'ai ressenti aussi. Naïveté, c'est parce que j'ai ressenti. Oui. J'ai ressenti maladresse et naïveté, oui. Maladresse, certainement. Oui. Insouciance, aussi. Ça c'est clair. Insouciance. Non, elle n'a jamais voulu sadisme, faire de mal. Oui, moi non plus. Moi, je pense pas non plus. Linda est un personnage qui fait pas de mal. J'avais relevé, c'est pour ça que ça m'avait surpris un peu. Ouais. Non, c'est quelqu'un qui n'a jamais voulu écraser un insecte, de peur que la vie lui renvoie à l'ascenseur. Donc, ouais. Plutôt insouciante. Insouciante. Ouais, mais des fois, ça fait des dégâts, l'insouciance. Ah oui, c'est ça. C'est bien beau d'être insouciant, mais il y a des dégâts derrière. Et alors, elles vivent donc ensemble, mais vous parlez à un moment de cohabitation et également c'est pas à partir du moment où cette Chloé ne veut plus continuer à vivre avec Linda, elle reste quand même ensemble, voilà, parce qu'elles restent quand même ensemble, elles ne se séparent pas. Voilà, elles ne se séparent pas, donc elles vivent ensemble sans vivre ensemble finalement. C'est ce ça. qui a pour conséquence, bien sûr, de déstabiliser un peu Linda, parce qu'elle n'arrive pas très bien à comprendre. C'est ça. Parce qu'elle est attachée quand même à Chloé. Elle est très attachée à Chloé, elle accepte parce qu'elle a quand même une forme de maturité qui fait que, si tu veux rompre, on va rompre. Ouais. Sauf que derrière, si la personne ne sait pas vraiment ce qu'elle veut, elle peut vous entraîner dans un tourbillon infernal. Et c'est ce qui arrive à Linda. Le fait qu'elle n'ait pas pu trouver d'appart tout de suite, elle est obligée de continuer à habiter avec quelqu'un, avec Chloé. Et cette Chloé commençait à ne plus trop savoir où elle en était. Alors c'était oui, je veux, non, je veux pas. Et avec un comportement comme celui-là, ça rendrait fou n'importe qui. Et Linda, ne sachant plus sur quel pied danser, pète les plombs petit à petit. Et au bout de 3 mois, effectivement, c'est la guerre. C'est à coups de chaise qui volent à la maison. C'est l'enfer, oui. Mais en même temps, c'est humain. Oui, c'est que vous dites. D'ailleurs, vous employez le terme cohabitation, séparation. C'est le terme que vous cherchez. Cohabitation, séparation. C'est ça. C'est le terme que vous employez. Hein. Oui, c'est vraiment la cohabitation de l'enfer, de l'horreur, le cauchemar. Voilà. Et il y a également des personnages masculins dans ce livre. Il y en a très peu quand même. Enfin, il y en a quelques-uns, notamment, je pense à nommé Rudolf, qui intervient. Et puis il y en a quelques-uns, mais enfin très très peu quand même. Oui, il y en a peu. Personnages masculins. Oui, il y en a peu. Mais il y a l'essentiel à la fin. Il y a l'essentiel, voilà, c'est ça, oui. Ça, les masculins. Oui, ça, nous en parlerons tout à l'heure. Vous dites dans ce livre que Linda, puisque c'est Linda qui raconte son histoire dans ce livre. Oui. Elle se regarde. Elle se regarde, voilà. Et elle s'adresse, d'ailleurs on en parlé tout à l'heure aussi, elle s'adresse aussi au lecteur, elle parle au lecteur aussi. Oui, tout à fait. Elle s'adresse à lui et presque qu'elle lui demande son avis. C'est ça, exactement, oui. Elle l'implique dans l'histoire. Elle l'implique dans l'histoire, oui, on se sent concerné. C'est vrai que c'est ça qui était passionnant dans ce livre. Et vous dites qu'elle est partagée entre son moi enfant et son moi adulte. Oui, tout à fait. Donc, si vous pouvez un peu le définir un peu. Alors, il y a tout un paradoxe qui est que l'enfant, on lui demande de grandir, et quand il grandit, on lui demande de redevenir enfant. Donc déjà, à la base, il y a un problème quelque part. Maintenant, le personnage de Linda, il est passé de l'enfant à l'adulte, et il s'est rendu compte que dans sa période de l'adulte au mal-être, le monde adulte, il n'en veut pas. Ce monde où il y a des problèmes, ce monde où on a tout vu, on sait tout faire, et du coup, on a besoin de personne, et en même temps, on est impuissant. Ce monde où on en a marre, ce monde où c'est la déprime, où c'est TF1, d'ailleurs, quand elle dit j'en ai marre de regarder le journal de TF1, ça c'est le monde de l'adulte. Voilà. Et à côté de ça, elle se bat pour redevenir enfant parce qu'elle se bat pour de nouveau croire en ses rêves. Parce que pour elle, c'est la clé de la réussite. C'est d'abord, avant tout, croire en ses rêves. Et effectivement, l'enfant, il se pose pas de questions, il veut un bonbon, il va pas s'imaginer une seconde qu'il va pas avoir de bonbon, quoi. C'est une généralité. Et elle a également donc des collègues de travail également. Est-ce qu'elle se confie à ses collègues de travail ou est-ce que elle trouve du secours auprès d'eux quand elle expose ses problèmes? Est-ce qu'elle en parle? Il y a 2 moments où Linda est confrontée justement au fait de parler ou pas. Il y a la rupture avec Chloé et la rupture avec un personnage mystérieux dont je parle pas trop, mais qui a été sa 2e relation passionnelle et qui l'a foudroyée. Celle qui a été à l'origine de toute sa détresse. Et la première fois, elle s'est confiée, mais petit à petit. Elle n'a pas pu non plus le nier parce que son corps lui parlait à sa place. En fait, son corps révélait toute sa détresse. Il avait perdu une dizaine de kilos, les yeux fatigués, fumé comme un pompier. Dépressif profond. Là. Voilà, de souffrance sans trop en parler au début. Puis petit à petit, on est obligé Linda est obligée d'en parler un petit peu. Par contre, dans le 2e passage où là, elle est foudroyée, et que là, elle a le coup de massue, voire le coup de grâce, elle n'en parle pas du tout. Elle a décidé comme elle dit, comme c'est écrit, de ne pas refaire le cirque qu'elle a fait avant. D'arrêter d'étaler un petit peu, puisqu'elle se rend compte, par contre, à ce moment-là, que la solution est en elle. Et instinctivement, elle décide de ne pas en parler. Parce qu'elle se dit, de toute façon, ça ne va rien changer.
Elle a décidé de se remettre en question. On a affaire à une deuxième Linda, qui entre-temps a déjà bien réfléchi dans sa tête, a pris conscience de beaucoup de choses, et notamment du fait que tout était en elle. Donc voilà, c'était ces deux histoires-là où on peut effectivement faire le rapprochement avec les collègues de travail. C'est une espèce de psychothérapie qu'elle fait finalement, Linda. Là. Pour elle, c'est un moyen de se libérer un peu de ses angoisses. Alors, non, allez-y. Psychothérapie sous-entendrait souffrance avant. Oui, Or là, en fait, le personnage, il fait que vivre des expériences à travers lesquelles il apprend des leçons. Oui. Il comprend des chemins, enfin, il comprend son chemin. Donc, parler de psychothérapie, j'irai pas jusque-là, parce qu'elle n'était pas malade. Elle a juste des expériences qui lui parlent, dont une qui lui a particulièrement parlé. Quand même, qui lui Qui l'affecte, qui l'affecte et qui lui a permis de marcher droit. Marche droit ou sinon tu vas morfler. En gros, c'est ça. C'est ce qu'elle dit à un moment donné. Voilà. Psychothérapie. Oui, c'est une espèce de. Par contre, la thérapie, elle se l'applique au passage. Au passage, voilà, c'est ça. Oui. Très bien. Je crois déjà que nous arrivons à notre première pause musicale. Vous avez choisi comme morceau? J'ai choisi un morceau de François Ville qui s'appelle Haine ou Pardon. Oui. C'est un artiste qu'on n'a pas jusque-là beaucoup entendu, mais que j'ai décidé de mettre en avant avec ce morceau. Mais très bien. Nous l'écoutons. Merci. C'est pas ça que t'as eu du tout. T'as eu droit qu'à l'indifférence entre deux avalanches de coups. Dans tes semaines y'avait pas de dimanche. Ton corps a souffert moins que ton âme. Tu ne peux pas tout pardonner. On n'oublie pas comme ça un drame qui perdure avec les années. Aujourd'hui t'as beau être lucide, il t'arrive souvent d'être haineux. Dans tes yeux brille le patricide, mais tu ne veux pas être comme eux. Donc tu préfères couper les ponts. Avec cette enfance, ce naufrage, T'as fait le choix de vivre avant et tant pis pour ton entourage. tu penses former un couple plus tard et peut-être avoir des enfants. Mais t'as peur de les décevoir, tu crains d'être con et méchant. Moi je suis sûre que c'est pas possible. La connerie n'est pas dans les gènes. Et puis toi au moins t'es sensible. Tu peux pas connaître ce problème. Et tu sais ce que tu ne veux pas être, intolérant mais t'es brutal. Tu seras quelqu'un de très chouette, déjà que maintenant t'es génial. Aujourd'hui t'as beau être lucide, il t'arrive souvent d'être haineux. Dans tes yeux brille le patricide, mais tu ne veux pas être commun. Donc tu préfères couper les ponts. Avec cette enfance, ce naufrage, T'as fait le choix de vivre avant et tant pis pour ton entourage.
Altitude FM, la radio du Grand Toulouse. Oui, eh bien nous revenons au livre des désirs et des ailes de Linda Moore, qui va nous lire un premier extrait qui concerne quel passage? Nous allons en parler déjà, ou vous voulez un peu le situer, l'extrait dont vous allez parler maintenant? Pour le resituer, c'est juste la séparation. Oui. Comme ça a été le point de départ de toute chose, on va commencer par ça. Très bien. Et nous pardon, on enchaîne avec cet extrait, c'est très bien. Nous écoutons. Très bien. Après ces retrouvailles, Chloé était restée blottie dans mes bras pendant presque 1 heure. En fait, elle ne m'avait pas lâchée jusqu'à ce qu'elle se sente complètement rassurée, et elle a fini par se calmer. Mon amour, je ne veux plus jamais être loin de toi. Je ne peux pas imaginer ma vie sans toi. Dans ma tête, mes neurones circulaient à toute vitesse. Je suis là, mon amour. C'était en septembre 2004, soit pile poil 2 ans après notre rencontre. Ce n'était pas bon, ça? Ce n'était pas possible de vivre une telle magie, et pourtant c'était bel et bien ma vie. C'était vrai. Quel bonheur partagé! Après cette histoire à la braderie de Lille, je l'aimais encore plus. Du moins, j'avais encore plus pris conscience des sentiments que j'éprouvais pour Chloé, et c'était réciproque. Ce que je ressentais était bon, et toute cette histoire me donnait juste envie de profiter de ce don du ciel, et de vivre dans ce tourbillon d'amour, de magie pour toujours. Mon rêve était-il en train de devenir réalité? Je l'espère. Quel rêve? Je vous raconterai plus tard, ne vous inquiétez pas. Ce qui est sûr, c'est que j'hallucinais totalement. Après le cauchemar qui m'avait poursuivi pendant des lustres, je n'en revenais toujours pas, même après presque 3 ans de vie de couple. Mais que venait-il de se passer dans ma vie? Un coup de tonnerre s'était violemment abattu sur ma tête, et j'en eus conscience immédiatement. Était-ce la fameuse fin du monde dont tout le monde parlait? Non, non, ce message était juste pour moi. De quoi je parle? Rien, je viens d'entendre quelque chose. C'est Chloé qui me parle. Je t'aime, mais je ne sais pas où j'en suis. Je crois que j'ai envie de vivre autre chose. Non, non, je ne rêvais pas. C'était bien elle qui me parlait. Et oui, presque 3 ans après le coup de foudre, ou encore mieux, 6 mois après le coup de la braderie de Lille, Chloé et moi nous nous sommes séparés. À cette annonce, il y a eu comme une sorte de flash spécial qui résonnait dans mes oreilles. Mesdames et messieurs, bonsoir, nous sommes le lundi 14 mars 2005 et un violent tremblement de terre a surgi dans la vie de Linda. Selon elle, nous ne pouvons pas vraiment estimer la gravité de la situation parce qu'il est encore trop tôt, mais l'état dans lequel elle se trouve et les dégâts constatés permettent d'estimer la violence du choc aux environs de 7 sur l'échelle de Richter. Je sais, je vous ai saboté votre ambiance à l'eau de rose, mais ne m'en voulez pas, car c'est vraiment comme cela que ces choses arrivent. Pour ma part, à cette annonce, tous mes sens étaient paralysés, comme si je sentais que l'instant était grave, et que j'allais devoir opérer calmement et stratégiquement pour m'en sortir. Jamais un tel ressenti ne m'avait atteint. En gros, je savais que je ne pourrais plus échapper à la réalité. Je savais qu'il m'était inutile d'espérer repousser la souffrance qui m'attendait. Pourtant, il y avait certains moments où je doutais encore de la véracité de ce qui m'arrivait. Était-ce un rêve? Un cauchemar plutôt? Dans ces moments-là, je ne réalisais pas vraiment grand-chose. J'étais comme anesthésiée. Et si c'était vrai, par quel bout allais-je commencer? Écouter et respecter les envies de rompre de Chloé? Lutter pour sauver mon couple? Faire taire mon cœur? Changer d'appartement? Devais-je renoncer à tout ce que nous avions vécu et me dire que cela faisait partie du passé? Fallait-il envisager une autre vie? Mais dans quel but? D'une, je n'en avais pas envie, et de 2, je ne m'y étais surtout pas préparée. Les seuls projets qu'il y avait eu dans ma tête ces derniers mois durant avaient été de faire en sorte que nous retrouvions un équilibre dans notre couple pour mieux continuer ce qui était engagé. Super! Je me demande bien en quoi ces projets pouvaient être utiles à ce jour, si ce n'est à réaliser combien j'étais à côté de la plaque. Non, non, il fallait que je me réveille. Il n'était plus question de reconstruire autrement, puisque le verdict était tombé, donc il n'y avait plus de nous. Voilà ce qu'il fallait que je digère du jour au lendemain. Je n'avais qu'à constater et accepter si je voulais m'en sortir. De toute évidence, les seules choses qui restaient de notre union étaient Chloé d'un côté, moi de l'autre, et les éclats de mon cœur endolori qui gisaient au sol, juste à côté de mes pieds. Le mieux à faire était donc de m'agenouiller sur ce sol affreux, de fouiller au plus profond de mon être, de trouver la force de ramasser les morceaux, et tenter de reconstruire le puzzle de ma vie. Merci. Avec plaisir. Oui, un différend aussi qui surgit entre Chloé et Linda, c'est le problème de l'enfant. Parce que Chloé souhaite un enfant. Avec quelqu'un d'autre. Avec quelqu'un d'autre, voilà. Hein, c'est ça. Et quelle est l'attitude de Linda vis-à-vis de cette décision? Voilà. Hors de question. Claire et nette. Claire et nette. Voilà. C'était rédhibitoire. Comme j'ai expliqué dans le bouquin, à travers Linda, déjà qu'à 2, c'est pas facile de s'accorder, mais alors à 3...
C'est pas possible. Et comme je l'ai dit, il existait, enfin, pour Linda, il y avait une solution qui était plus simple, qui était l'adoption. Adoption, voilà. Exactement. Il y a des enfants qui n'ont pas de parents. Il y a des femmes qui peuvent pas avoir d'enfants. La nature, elle a bien fait les choses finalement. Elle nous a pas oubliés. C'est ce que dit Linda. Et Chloé refuse l'adoption. Elle refuse pas, elle est Non, passive, elle est passive. elle est là, elle se pose pas de questions, elle projette tout ça. Même si un jour ou l'autre, ça devait se réaliser, c'était pas sa priorité du moment. Le tout, c'était de dire qu'elle avait des projets, de faire ça avec quelqu'un d'autre. Juste pour énerver, on dirait. Rien que oui, c'est dans ce but, essentiellement. C'est pour dire Pour la quelque chose. Il y a provoquer. beaucoup de gens qui sont comme ça, à dire des choses qu'ils vont jamais faire, mais qui alimentent, qui se donnent des genres ou qui essayent de se rendre intéressant, comme on dit. Et alors après leur séparation de Chloé et Linda, Linda va vivre chez sa sœur, si mes souvenirs sont C'est ça. exacts, hein, Oui. et également va un peu sortir, parce que on l'a pas précisé, mais je le précise maintenant, la seconde passion, outre l'écriture, Linda, c'est La la musique. Voilà. Voilà. Donc elle va se noyer un peu dans l'écriture, dans la musique. Dans Oui. la musique, si vous pouvez nous en parler quelques instants de cette passion de Linda pour la musique. Très bien. En fait, dans cette deuxième partie où il y a la rupture et que Linda va vivre chez sa sœur, déjà, j'ai pas choisi un lien inconditionnel, comme la famille par hasard. J'ai choisi ce lien parce que la famille, effectivement, sera... Et encore une fois, on fait pas des généralités, mais du moins, c'est le seul lien inconditionnel qu'il existait pour Linda à ce moment-là. Et c'était tombé du ciel, encore une fois. Donc, elle y allait sans problème. Et c'était une façon de dire, on revient aux sources. Et quand on revient aux sources, en général, on touche à sa nature profonde. Et la passion en fait partie. La passion, être soi-même, c'est important dans cette notion de source. Et Linda, pendant ces années avec Chloé, elle s'est un petit peu oubliée. La musique, elle avait un peu mis de côté. On n'en parle pas trop. J'en parle pas trop de ce passage où je parle pas trop de Linda avec la musique. Et pourtant, à ce moment-là, on découvre qu'elle a une véritable passion. Mais c'est quelque chose de fondamental, voire de vital pour Linda aussi, parce que c'est une autre forme de créativité. Pour moi, en tout cas, en tant que Linda auteur, la musique, c'est une de mes passions. C'est vrai que j'ai un peu transposé ça sur mon personnage, parce que je sais de quoi je parle. Et c'est vrai que c'est une véritable passion qui permet d'équilibrer celle de l'écriture. On ne peut pas être inspiré n'importe comment, on n'est pas inspiré toutes les 2 secondes, quoique là, en ce moment, je déborde. Mais, et du coup, l'écriture, c'est vrai que ça permet de remplir un peu le cœur avant de pouvoir écrire de nouveau. Et alors, justement, à propos de l'écriture, vous racontez une promenade dans Paris, au cours de laquelle Linda écrit et note tout ce qu'elle voit, tout ce qu'elle ressent, Oui. tout ce qu'elle... Ça, c'est aussi une partie de moi, C'est une auteur. partie- Oui, également. Également, oui. Parce qu'il y a l'écriture, également, qui était très importante. Oui, parce que j'ai toujours écrit partout où j'allais. Partout où je vais, j'écris. Je me suis même fabriqué en ce moment un bar à la maison avec, sur le plan de travail, une espèce de tissu tableau sur lequel on peut écrire. Donc comme ça, au moins, on peut écrire, on peut effacer, on peut écrire. Enfin, c'est une façon de dire que partout où je peux écrire, j'écris. Depuis longtemps. Alors, puisqu'on parle d'écriture, justement, on en a parlé tout à l'heure, ce livre est un livre, vous adressez également au lecteur. Oui, Hein, c'est pas bien sûr. un livre, vous impliquez le lecteur, puisque vous lui posez des questions. Oui. Bon, vous pouvez pas, il ne répond pas, il peut pas répondre, bien sûr, mais vous vous adressez à lui comme si vous vous adressiez à quelqu'un que vous avez en face de vous. Oui, Hein, c'est ça. oui, hein. j'ai décidé de C'est faire un de procédé Dédésiré. original, justement, très, très intéressant, je trouve. Oui, j'ai voulu une écriture simple, Une écriture, abordable par oui. tout le monde, avec un thème universel, avec des thèmes univers. Oui. Enfin, je l'espère en tout cas, c'était ma volonté de faire quelque chose d'universel. Et à travers cette façon d'écrire, d'interpeller le lecteur, je l'impliquais, parce qu'effectivement, j'espère qu'il se reconnaît dans plusieurs situations. Et comme je le dis clairement dans Des désirs et des ailes, à part l'apparence, il n'y a pas grand-chose qui est différent. Mmh. On peut vivre, il n'y a pas d'échelle de douleur, il n'y a pas d'échelle de souffrance. Et à travers cette façon d'interpeller les gens, j'ai décidé de les impliquer et de les faire cogiter aussi, au passage. A posteriori, peut-être. Et alors donc également, elle fait d'autres rencontres, mais qui sont moins importantes que bien sûr que celles de Chloé après par la séparation. Enfin, dont il y en a une qui sera importante, Oui. bien sûr, mais il y en a d'autres qui seront. Je peux pas me permettre de dire ça parce que je passe mon temps à dire qu'il y a Oui. un déclic mutuel avec chaque rencontre. Oui. Dans Des désirs et des Oui. ailes, il est question de la magie des rencontres et Ouais. qu'une rencontre de 30 secondes peut tout changer. Donc je peux Peut pas changer. parler de notion Oui, c'est d'importance. exact. Oui. Importance, même d'une seconde, c'est Ouais, important. Elle a ouais. fait des rencontres Oui. qui l'ont menée vers là où elle allait. Parce que Voilà. même sa rencontre avec Stéphanie, Oui. Steph, la deuxième, La deuxième. oui, la bien sûr, parce qu'il y a deuxième précisément, lui a oui. apporté quelque chose. Oui, Parce que cette voilà. fameuse Steph avait la vie de Chloé. C'est-à-dire qu'elle était dans une histoire où elle était en train de larguer quelqu'un. Et du coup, ça m'a permis d'un peu plus comprendre Chloé.
Mais après, d'un point de vue affectif, sentimental, amoureux, effectivement, il y a eu un peu rien du tout pour Linda entre les deux. C'est la fameuse période de l'entre-deux. Voilà, c'était un festival de carnaval où elle faisait des rencontres tout aussi farfelues les unes que les autres, des personnages, des vrais personnages tout seuls d'ailleurs, qui allaient de la tarée, comme je le dis, à la détraquée, à la maniaque. Elle a fait une série de rencontres assez extraordinaires. Oui, la fameuse Sabine aussi, qui est un peu par particulière. Oui, c'est vrai. Je l'ai appelée la cerise sur le gâteau, c'est pas pour rien. Oui. C'est vrai. Dans cette période où vous venez de dire, elle fait un peu la fête, quoi, Chloé. La Renaissance. Dans cette période où vous venez de dire, elle fait un peu la fête, quoi, Chloé. La Renaissance. Linda, c'est la Renaissance. C'est la Renaissance. Elle redécouvre tout, en fait. C'est comme s'il y avait eu un reset et qu'elle appréhendait la vie d'une autre façon, avec des rencontres qui lui tombent dessus plus ou moins délicatement, en fait. C'était pas violent non plus. Et du coup, elle se reconstruit petit à petit à travers ses rencontres. Elle évolue. Et ça lui permet de savoir où elle en est à chaque rencontre. Voilà. Très bien. Eh bien, je crois que le temps passe avec vous. C'est très, très rapide et c'est très profond. Mais je ne parle pas. Il nous faudra 2 heures. Nous arrivons déjà au terme de notre deuxième pause musicale. Vous avez choisi pour votre deuxième pause musicale? J'ai choisi de mettre en avant Isabelle et Sauveur avec une chanson qui m'a donné des frissons dès la première fois que je l'ai entendue. C'est également une personne que je produis, enfin un groupe, un duo. Et ça s'appelle Fields of Gold, qui est une reprise de Sting. Très bien. Nous écoutons. You remember me when the west wind moves among the fields of barley. You can tell the sun in this jealous sky when we walk in fields of gold. So she took her love for to gaze a while, so among the fields of barley. In this arms she fell as a hurricane down among the fields of gold. Will you stay with me? Will you be my love? So among the fields of barley, you can tell the sun in this jealous sky when we lie in fields of gold. I never made any promises like these. I've never been something I've broken. But I swear in the day still left when we walk in fields of gold. We walk in fields of gold. Slightly, and there have been some that I've broken, but I swear in a day still left, and we walk in fields of gold. We walk in fields of gold. Among the fields of gold, you remember me when your west wind moved. So among the fields of barley, you can tell the sun in this jealous sky when we walk in fields of gold. When we walk in fields of gold, we walk in fields of gold. Ooh,
Altitude FM, la radio du Grand Toulouse. Oui, nous repassons donc à Désir des ailes de Nid d'amour pour une lecture d'un deuxième extrait. Hein, Oui. vous le situez dans le contexte? Oui, tout à l'heure c'était les oui, pages 94 à 96 et là on bascule dans le 292. Oui, en effet. Nous passons Donc on a bien avancé bien avancé. et le personnage il a bien eu le temps de réfléchir. Alors, comme vous voulez. Allez-y. D'accord. L'homme est fait pour vivre des expériences. Il est fait pour se révéler à lui-même en fonction de ce qu'il vit, en fonction de ses choix, en fonction de ses rencontres, mais surtout et avant tout en fonction de ses désirs. Ces désirs qui sont à la racine de toute initiative. Ces désirs qui lui sont propres et personnels. Qui peut expliquer ou justifier un désir? Qui peut empêcher un désir de s'exprimer? Nous avons déjà tous ressenti ces désirs qui naissent d'on ne sait où et qui cognent parfois très puissamment dans notre cœur pour exister. Ces désirs peuvent être violents, autoritaires, et quand il le faut, ils s'imposent même si ceux qui sont en face de nous ne le comprennent pas toujours. Moi, des désirs, j'en ai plein. Mais à ce moment-là de ma vie, il y en avait un qui avait décidé de s'imposer, justement. Après avoir eu une indigestion de moule, j'avais ce désir de connaître cet être qui avait décidé de faire les présentations dans un but bienveillant. Alors je me suis rendue disponible pour l'écouter. Enfin, si on peut appeler cela écouter, car la vérité c'est que ces pensées, je ne pouvais pas les nier, ni les fuir. J'avais déjà eu envie d'essayer après ma rupture avec Chloé, mais croire impliquant forcément de ne pas avoir besoin de voir, j'avais fui, et je pense que c'est ce qui a fait barrage à ma foi. Cette fois-ci, en revanche, c'était différent, car je n'avais pas d'excuses. Cette fois-ci, c'était mon vécu qui parlait, ce passé qui est irréfutable et que rien ni personne ne pourra jamais contester, et encore moins moi-même, sauf si je décidais subitement de me voiler la face. J'étais libre de rejeter ou de m'intéresser à ces pensées, mais dans un sens, j'étais coincée car ma curiosité me faisait défaut. J'étais en quelque sorte volontairement obligée de passer à la casserole. Mais vous imaginez bien que ça ne me posait aucun problème, bien au contraire. Non mais sans blague, au moins j'avais trouvé un avantage au passé, ce temps aussi indigeste en grammaire que dans la vie. C'est vrai, moi qui étais persuadée que le passé détruisait toujours le présent, je me trouvais comme avec les cafards, en mode réconciliation. Comme quoi, tout sert dans la vie, comme quoi il n'y a pas une seule perte. Vous me direz, c'est comme la chaîne alimentaire. Bref, après avoir enchaîné avec toutes ces filles, j'avais donc de gré ou de force appuyé sur la touche pause du magnétoscope, et je l'ai fait avec plaisir, parce que si on s'arrête un moment, que l'on fait une pause et que l'on regarde un peu son propre chemin, celui qui nous a menés jusque là où nous sommes à cet instant, certaines choses apparaissent beaucoup plus claires, surtout en ce qui concerne les rencontres. En tout cas, lorsque j'ai regardé avec une loupe les rencontres que j'avais faites jusque-là, j'ai réalisé qu'elles ne pouvaient pas être le fruit du hasard non plus. Non, ce n'était pas possible. Ou alors si j'allais au casino avec cette même foi en le hasard, je n'hésiterais pas à miser toute ma fortune, étant donné combien il fait bien les choses. Non, les coïncidences mystérieuses qu'elles avaient générées, ces fameuses coïncidences mutuelles, coïncidences dans ma vie, ne pouvaient pas être si anodines que cela. La rencontre est magique, car c'est finalement la porte d'entrée, la base de toute une histoire en fait. Une rencontre de 30 secondes ou de 3 ans peut nous apporter une sorte de déclic mutuel qui peut changer une vie. Et c'est ce que moi j'appelle une véritable coïncidence. En regardant derrière, je réalise aussi et surtout combien les conséquences de ces coïncidences ont un impact qui n'est pas toujours fait pour être vu immédiatement comme tel. C'est souvent après que l'on comprend toute la choucroute. Pour moi, le hasard c'est de jeter les dés et d'attendre les résultats sans faire de choix personnel. C'est comme ça et c'est tout. C'est pour ça que j'y crois pas. Merci. Oui, nous allons revenir donc à votre livre. Une rencontre déterminante dans ce livre, pour Linda, c'est la rencontre avec un chauffeur de taxi. Le mystère. Le mystère qui va déclencher et qui va transformer sa vie. Oui. Hein? Oui. Est-ce que vous nous narrer un peu ce... Alors c'est Linda qui le lit déjà. Elle Comment prend le taxi. Linda qui le lit déjà. Elle est dans le taxi et... En fait, juste un petit peu avant de prendre le taxi, elle hésitait entre bus et métro. Voilà. De là, elle se retrouve Déjà. avec un taxi qui s'arrête à côté d'elle le... et qui lui dit « Vous m'avez fait signe ». Elle le regarde, elle lui dit « Écoutez, moi je vous ai pas fait signe ». Et elle dit « Mais puisque vous êtes là, vu que j'ai la flemme d'y aller, moi je monte avec vous ». Et en fait, c'est vrai que cette rencontre a été pour elle un véritable tournant parce que le comportement du chauffeur de taxi, du moins de cette femme, l'a interpellée de suite. Elle la regardait bizarrement dans le rétroviseur. Linda essayait de se distraire un peu avec son téléphone, mais le chauffeur de taxi était assez insistant et il était devin.
Du moins, c'est comme ça qu'elle l'a compris, sauf que pour Linda, devin, ce que ça voulait dire, lire l'avenir, ça veut dire qu'il écrit quelque part, c'est possible, ça n'existe pas, c'est quoi, il y a quelqu'un au-dessus, c'est quoi Donc effectivement, pour elle, ça a été le début du choc émotionnel et de sa réflexion par la suite. Voilà. Une réflexion donc qui va la mener à se poser des tas de questions. Oui. À la fin, à partir de la seconde partie de votre livre, vous posez des questions sur le qui et le pourquoi. Voilà, alors, qui et où est ce sauveur ? Voilà. Qui est cette personne qui, si elle existe, a fait donc, que je tombe sur... Linda se pose des questions. Donc, qui est cet inconnu ? Qui est cet être Mais elle le voit comme quelqu'un de bienveillant, donc déjà elle n'a pas peur. Parce que déjà le côté devin lui a fait peur, elle le cache pas, mais après elle le sent comme quelqu'un de bienveillant, donc elle cherche à le connaître, elle le dit elle-même, qui est ce mystérieux inconnu, je veux le rencontrer, pourquoi il m'a fait des signes, t'es qui ? Et alors est-ce qu'elle le rencontre Pas tout de suite, non. Pas tout de suite, voilà. Ah non, pas tout de suite, elle s'est sentie bien, elle est partie en vacances, et elle a laissé faire, elle est quand même, la Linda, pas non plus beaucoup réfléchi, quoi, hein. Elle a fait dans le minimum, c'est plus tard qu'elle revienne dessus, longtemps plus tard. Quand elle a justement vécu l'entre-deux, la solitude, le temps de réflexion, et qu'elle fasse cette rencontre qui lui a donné le coup de grâce, c'est le cas de le dire. La deuxième personne qui lui a arraché son cœur à un moment donné, là, c'était quelque chose de plus violent encore pour Linda. Et c'est là où elle lui a dit carrément, si t'existes, t'es où là ? Parce que là, tu commences à m'embêter. Et si t'existes quelque part, viens me faire des signes. Parce que si tu veux me tuer, fais-le maintenant. Mais me laisse pas souffrir. Donc si t'existes, t'es où quoi ? C'est un peu comme ça qu'elle lui parle au début. Elle dit, fais-moi des signes. Enfin, parle-moi. Limite, t'as un problème. Et c'est là où il se manifeste, effectivement. Alors pour vous, pour vous, Linda découvre à travers donc cet être bienveillant, elle découvre la foi ou elle assimile à la foi ou elle assimile à quoi l'assimile-t-elle cette découverte, cette rencontre? Au départ, elle l'attrape comme une branche à laquelle elle se raccroche. Donc elle le dit elle-même, elle est venue pour trouver une solution à son problème. Elle n'a pas peur de le dire, ni honte de le dire. Elle l'attrape comme ça, et puis petit à petit, elle développe une passion, parce que Linda est quelqu'un de passionné. Elle développe une passion, et quand elle fait quelque chose, elle veut aller jusqu'au bout. Donc c'est devenu une passion, et puis finalement, elle le prend pour elle. Elle se dit qu'à travers cet être extérieur qu'elle voit au départ comme étant extérieur, c'est elle-même, c'est son reflet finalement. Donc elle apprend à avoir confiance en cet être extérieur, puis en elle, parce qu'elle réalise qu'il est en elle. Et à partir de là, il est clair que c'est une foi absolue qui s'appelle aussi ce qu'on appelle dans le monde des adultes confiance en soi. Quand moi j'entends j'ai confiance en moi, en quoi tu es capable d'avoir confiance en toi ? Est-ce que tu es capable de mesurer ce qui va se passer demain ? Non, c'est pas possible. Donc avoir confiance en soi, c'est relatif. Dans quel nom ? Dans cet être bienveillant qu'elle a accepté dans sa vie et qui lui a dit « je vis en toi ». Et c'est là où effectivement elle déploie ses ailes. Et le titre... oui, les désirs s'emparaient de moi jusqu'à me donner des ailes pour voler. Donne-moi des ailes, au secours, quoi. Je ne vais pas rester avec des frustrations. Donne-moi des ailes, au secours, quoi. Je ne vais pas rester avec des frustrations. À quoi sert... Voilà, c'est ce qu'elle se dit à un moment donné. À quoi ça sert d'avoir des désirs si c'est pour avoir des frustrations ? C'est même pas la peine d'en avoir. Bien sûr. Voilà. Donc elle cherche ses ailes et elle les a trouvées. Elle les a trouvées. Et elle découvre réellement, elle tient absolument à mettre en exergue également la nature. Vous dites que Linda, c'est vous qui écrivez, mais c'est Linda qui parle. La nature est mon modèle. Oui. Hein, c'est ça. Oui, Linda pense effectivement que la nature a toutes les solutions en elle, qu'il suffit de la regarder pour le comprendre, qu'il ne faut pas être sorti de Saint-Cyr, il ne faut pas non plus réfléchir trop, il suffit d'observer. Parce que c'est ce qu'on fait en recherche et développement, on observe la nature et quand elle observe la nature, à un moment donné, elle se dit que les choses se font de manière... Quand elle observe la nature, à un moment donné, elle se dit que les choses se font de manière automatique. Elle observe le corps humain, comment il fonctionne, comme dans Don Juan de Molière. Oui, d'ailleurs, on parle de Sganarelle. On se parle de Sganarelle qui dit à un moment donné à Don Juan, écoute, à un moment donné, il faut que tu réfléchisses 30 secondes, ce corps humain, il est complexe quand même. Il réfléchit, il est complexe, c'est pas le hasard, quoi. T'as pas un œil derrière l'oreille, quoi. Donc... c'est rien du direct, là. Oui, bon, alors, ça y a joué un mauvais tour d'ailleurs, donc donc vous en étiez donc à la découverte du corps humain par
ou même de la nature d'un point de vue général. D'un point de vue général. Voilà. Comme je dis, quand on sème des graines de carottes, on va pas récupérer des tomates. Très bien. Ça me paraît être une évidence. Bon, mais je crois que nous allons passer à notre troisième pause musicale. Ah bah oui. Parce qu'il faut le faire travailler, ce Giorgio, là. Je vois qu'il se distrait très facilement, là. Oui. Et alors, vous avez choisi pour cette troisième pause musicale? Puis comme c'est la fête, là, on va se lâcher. J'ai choisi un mash-up que j'ai fait en 2005, à l'époque où j'ai écrit Des désirs et des ailes. Et c'est un remix d'un morceau d'Alphaville, Big in Japan. Très bien. Par moi. Mais nous l'écoutons. Altitude FM, la radio du Grand Toulouse. Oui, eh bien nous retrouvons Linda Moore pour son livre Des désirs et des ailes qui va nous lire un troisième et dernier extrait. C'est ça. Donc là, le personnage a bien évolué, ça va, tout va bien. On est parti. La confiance a un obstacle et un seul. Et cet obstacle qui fait barrage au bonheur et qu'il faut dégager de notre vie, c'est la peur. Car si on lui accorde l'importance qu'elle n'a pas, la peur est là pour nous empêcher de vivre. Si on lui accorde l'importance qu'elle n'a pas, la peur est là pour nous empêcher de vivre. Si on lui accorde l'importance qu'elle n'a pas, la peur est là pour nous empêcher de vivre. Gardez ça en tête. Et ne vous laissez pas envahir par elle. Elle ne sert à rien du tout.
La peur n'évite même pas le danger, mais ça c'est connu. Ce qui l'est moins, c'est que par contre la peur empêche le bonheur. Ce n'est pas compliqué. On dit que le contraire de la vie c'est la mort. Eh bien au moins dans la mort il y a un secret qui nous attend, mais vivre dans la peur, c'est une mort à petit feu, et c'est bien pire. Pour moi c'est la peur qui est le contraire de la vie. Si nous avons décidé de vivre dans la peur, nous décidons en même temps de ne pas vivre tout en étant en vie. Quelle horreur. Je vous l'accorde, tout est fait pour alimenter la peur. Notre éducation, ce que nous entendons, ce que nous voyons, tout ce qui nous conditionne, et c'est normal. Mais le fait d'en avoir conscience doit changer les choses. Nos ailes peuvent faire barrage à la toute-puissance. Qui? Vos ailes sont les toutes-puissantes. Peuvent faire barrage à la toute-puissance. Qui? Vos ailes sont les toutes-puissantes. Elles sont au-dessus de tout. Et la peur a pour père le mensonge. Voilà pourquoi la peur doit disparaître. La peur qui disparaît, vous savez ce que c'est? C'est la porte du bonheur qui s'ouvre. Qu'est-ce que ça coûte d'essayer? De toute façon, on doit tous un jour ou l'autre quitter cette terre. Donc si on n'expérimente pas les choses qui entrent notre cœur, à quoi ça sert? Quel intérêt d'avoir des désirs et des frustrations? Remarquez, ça permet de vendre gala ou voici. C'est la vie ou la peur, ce n'est pas les deux. Et là encore, nous sommes libres. Faites confiance à vos ailes. Elles sont là, elles vous encouragent à foncer. Faites-leur confiance, elles sont toutes puissantes et elles sont en vous. Tout est en nous et pas ailleurs. Nous sommes une enveloppe charnelle qui enveloppe un esprit qui est relié à l'univers et à ses forces infinies. Vous ne me croyez pas? Tout est soit les longueurs d'onde émises et qu'il est traduit par la couleur. N'oubliez les longueurs d'onde émises et qu'il est traduit par la couleur. N'oubliez pas ce qu'a dit le petit prince. L'essentiel est invisible pour les yeux. Nous ne voyons qu'entre 400 et 700 nanomètres. C'est ce que nous appelons les longueurs d'onde du visible. Mais le reste, ce qu'il y a avant et ce qu'il y a après, nous ne le voyons pas, mais nous le ressentons. C'est comme la chaleur qui est due aux infrarouges. Les animaux voient des choses que nous ne voyons pas. Ils entendent des choses que nous n'entendons pas, car ils ne perçoivent pas les mêmes choses que nous. Nous avons tout en nous. Il ne faut que l'accepter par l'esprit et changer notre perception vers ce qui est positif. Le reste suivra, et ceci est une certitude. Nous sommes des créateurs, car nous avons été créés à l'image de Dieu, le créateur de l'univers. Nous reflétons dans notre univers extérieur ce que nous sommes à l'intérieur. Et à l'intérieur, il y a ce potentiel de vie dans la joie, dans le bien-être, dans l'abondance. Et c'est ça que nous devons viser. Tout est en nous. Utilisons ce potentiel et nous le verrons dans notre vie. Le positif est plus fort que tout, et tout est esprit. Cet esprit qui nous a été envoyé, cet esprit omniscient et omnipotent est en nous, et nous devons libérer sa force, son énergie, son intelligence, sa lucidité, et tellement de choses. En gros, nous devons libérer et créer cette vérité qui est que le bonheur existe, et qu'il est là de manière omniprésente, et que nous n'avons juste qu'à le révéler dans notre esprit. Merci. Voilà. Oui, pour en revenir, alors maintenant, on va quitter un peu votre livre, qui est très très passionnant, et que je recommande, enfin je recommanderai même en fin d'émission à nos lecteurs, à nos auditeurs plutôt. Ce livre, vous l'avez écrit, de quelle façon vous avez écrit? Vous avez des tics d'écrivains, il y a des écrivains qui écrivent le soir, le matin, la nuit, de façon très, très, très morcelée, très épisodique. Est-ce que vous avez des manies d'écrivain? Oui, j'ai mes manies d'écrivain. Oui. C'est par exemple le fait que avant d'écrire un livre, je le pense et je le mûris dans ma tête pendant très longtemps. En l'occurrence, à l'époque, je travaillais la journée, je travaillais beaucoup. Donc en fait, j'ai dû l'écrire. À l'époque, je travaillais la journée, je travaillais beaucoup. Donc en fait, j'ai dû l'écrire la nuit. C'est pas que j'ai dû l'écrire, c'est que je prenais plaisir à l'écrire la nuit parce que j'étais insomniaque. J'avais pas besoin de faire autre chose. J'avais mon livre qui m'attendait. J'étais contente de rentrer à la maison pour écrire. Donc c'est vrai que je l'ai écrit surtout le soir. Je dirais pas la nuit. La nuit, j'ai pas les mêmes inspirations, mais le soir jusque tard. Ouais. Voilà. Et bon, à la fin, quand j'ai dû le relire, etc., c'était la journée. Mais... Donc mon écriture, je la qualifierais d'automatique. Automatique. Ouais. Et vous l'avez écrit d'une manière, je veux dire, chronologique, enfin chronologique du début à la fin, ou simplement Oui. J'ai écrit 20 lignes en 2005. Je l'ai fermé. Je l'ai repris en 2006. Et j'ai tout sorti. Et ça a duré, donc, en combien de temps, finalement, vous l'avez... Ça a été de l'intensif, pendant un mois et demi. L'écriture elle-même, je parle pas de... Oui. Et puis derrière, je l'ai pas mal retravaillé, puisque j'ai évolué aussi. Oui. Et puis derrière, je l'ai pas mal retravaillé, puisque j'ai évolué aussi. Donc, j'ai pas pu faire exactement ce que je voulais, mais maintenant, je vais pouvoir le faire. Très bien. Et en ce qui concerne, vous écrivez, mais je suppose que vous lisez également, vous avez le temps de lire. Oui. Est-ce que vous avez des auteurs favoris, des auteurs qui vous influencent inconsciemment peut-être, ou même sans vous influencer, des auteurs de prédilection, des classiques comme des contemporains? Oui, j'ai une tendance à lire plutôt des livres pour enfants. Oui. Je suis plus inspirée par l'univers de la magie, plutôt que
par les romans. Après, quand on parle de romans, moi, les livres qui m'ont marqué sont des livres comme celui de Stefan Zweig qui s'appelle Le joueur d'échecs. Le joueur d'échecs, oui. Voilà. C'est un livre qui m'a marqué, que j'aime et que je prends plaisir à relire. Il y a certains de Paulo Coelho, pas tous. Certains de Paulo Coelho, pas tous. Parce que des fois, on m'a un petit peu comparé à Paulo Coelho au niveau de ma façon de voir la vie. Et donc j'ai dû m'intéresser à ces livres. Donc, si vous avez autant de succès que lui, écoutez, vous avez un brillant avenir là quand même, même si vous êtes un peu sceptique, vous avez l'air de dire que... Non, je suis pas sceptique, non, moi je garde tout à l'intérieur. Je crois en tout, moi. Comment ? Je crois en tout. Vous croyez en tout ? Oui, tout ce que je veux. Donc, parmi les contemporains, donc Paulo Coelho, et après, vous en avez d'autres ? Gavalda, j'aime bien, mais j'aime pas utiliser le mot inspiration. Oui. Je dirais plus les livres pour enfants. Oui. Je dirais plus les livres pour enfants, en fait. Oja et le tapis volant, Harry Potter, c'est tout ce qui est BD. Je suis fan de BD. J'aime les livres un peu fantastiques, les contes kabyles. Voilà, c'est plus dans cet univers-là plutôt que les romans. Peut-être j'en ai oublié, là, de tête, ça me vient pas, mais le dernier que j'ai lu, c'était Werber. Oui, j'aime bien cet auteur. On se comprend. Moi, je comprends ce qu'il écrit, j'aime bien, il me touche. Voilà. Et d'ailleurs, vous parlez de contes pour enfants, je crois que vous êtes en train d'en écrire... J'en ai écrit un en 2005. Vous avez déjà écrit. Voilà. Qui s'appelle Les aventures de Myrtille à Roukmout et qui recherche une maison d'édition, d'ailleurs. Et le deuxième volume, c'est quelque chose qui fait partie de ma vie et que je compte bien mettre en place. Et c'est quelque chose qui fait partie de ma vie et que je compte bien mettre en place. Voilà. J'écris beaucoup pour les enfants à la base. C'est pour ça que Des désirs et des ailes, au début, c'est un peu la version enfant, sur les 3 premières pages. Et le prochain, donc, c'est un livre pour enfants, celui-là. Non, le prochain, c'est un roman qui s'appelle L'Incode ou l'étrange guide des relations amoureuses. Il y a déjà le titre, vous avez déjà le titre ? Oui, il sort en janvier 2011 aux éditions CRCPI. Et c'est un roman aussi. Oui. C'est un roman, d'accord. Oui, d'ailleurs, Des désirs et des ailes, si je peux me permettre de le dire à nos auditeurs. Des désirs et des ailes va vivre une renaissance puisque les droits ont été repris par une autre maison d'édition. Donc je vais pouvoir... normalement, à partir de janvier 2011, offrir une réédition de cet ouvrage avec Des désirs et des ailes. Par contre, je rajoute des bonus avec l'explication du sous-titre qui a été un mystère pour beaucoup de gens. Des désirs et des ailes. Par contre, je rajoute des bonus avec l'explication du sous-titre qui a été un mystère pour beaucoup de gens. Oui, pour moi aussi. Pour vous aussi. Également. Et peut-être avec une nouvelle à l'intérieur aussi. Donc, Des désirs et des ailes prend un nouvel envol cette année, enfin en 2011, et talonnera l'Incode. C'est mon projet pour bientôt. Et je voulais vous dire justement au sujet du titre, vous l'avez trouvé tout de suite ou c'est venu au fil de l'écriture ? Non, je ne l'ai pas trouvé tout de suite. J'ai attendu en fait jusqu'à la dernière limite. Et puis c'est venu un jour, j'étais en train de discuter avec quelqu'un sur MSN et j'ai mis comme titre sur MSN Des désirs et des ailes. Et c'était quelqu'un qui m'avait arraché le cœur et qui m'a dit ça va, tu t'en sors bien. J'ai dit tais-toi, c'est le titre de mon prochain roman. Voilà, pour la petite histoire. Donc il est sorti, il y a un temps pour tout. Ce jour-là, il avait décidé de sortir. Très bien. Voilà. Eh bien, nous arrivons au terme de notre émission. Oui. Et je voulais vous poser quand même une dernière question. Ce livre, on peut le trouver, je suppose, pas partout, à Toulouse ou dans la principale librairie. Oui, voilà, vous pouvez le trouver chez Ombre Blanche, dans les allées Gambetta. Il y a une exposition autour de l'ouvrage qui a lieu au peu conventionnel, rue des Gestes à Toulouse. Oui. Et sinon, il y a un salon de coiffure qui s'appelle Côté Coupe, 152 rue Saint-Michel, Grande rue Saint-Michel, où vous pourrez également m'y trouver pour trouver le bouquin et puis aussi pour une dédicace. Donc ça, c'est pour Toulouse. Entre autres, après il y a la FNAC, il y a tous ces magasins où il est disponible. Bon, mais écoutez, donc je recommande la lecture, vraiment, je la recommande vraiment parce que c'est un livre qui est passionnant, qui est très riche. Il faudrait parler pendant 2 heures même de ce livre parce qu'il y a tellement de choses à dire. Celui donc Des désirs et des ailes par Line Damour aux éditions du Velours actuellement. Et donc je vous remercie d'avoir répondu à notre invitation. Avec grand plaisir. Et je vous ferai le plaisir que vous aurez terminé notre livre de vous recevoir si vous êtes d'accord. Avec plaisir. Voilà. Et moi je remercie tous les. J'ai pas l'occasion de remercier donc je le fais maintenant. Très bien. Merci. Et j'ai pas l'occasion de remercier donc je le fais maintenant. Très bien. Merci. Et je donne rendez-vous donc à nos auditeurs
auditeurs le 15 décembre, donc pour une nouvelle interview. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne soirée et dans un mois. Merci, Linda Moore. Merci Au beaucoup. revoir. Au revoir.